Alors, un peu en conclusion, ou pour se diriger davantage vers l'avenir, au-delà de mes quelques chantiers personnels qui sont encore en cours, c'est peut-être enfin, une question dont nous débattons souvent entre collègues, c'est comment se passe le travail, comment l'améliorer, quel est son avenir aujourd'hui sur ces différents terrains. Bon, alors dans notre cas, l'Océanie, pour les anthropologues anciens, mais aussi pour les jeunes qui partent sur le terrain maintenant, etc. On échange évidemment beaucoup avec les quelques jeunes gens qui ont la chance de pouvoir partir, parce que tout de même, la différence, comme je disais, par rapport à mon temps où ça n'existait pratiquement pas, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même chaque année 1, 2, 3 bourses de thèse que les jeunes peuvent décrocher avec l'appui de leur laboratoire, etc. Une bourse de thèse, ça permet quand même pas mal de choses, quand en plus il y a un petit labo derrière qui peut assurer une partie des frais de mission sur le terrain. Alors, dans notre cas, mais je suppose que c'est partout pareil, il y a une chose qui est évidemment certaine et que tous les jeunes gens veulent et que nous avions déjà voulu, c'est on travaille d'abord avec les gens sur place. On n'est pas là en tant que... Bon, oui, on est là en tant qu'observateur puisque notre métier, c'est tout de même de revenir avec un récit audible dans la communauté linguistique qui nous a employés, si je puis dire. Mais on ne conçoit évidemment pas ce travail sans que ça puisse être un dialogue avec les gens. Alors j'en ai parlé tout à l'heure de ces règles de dialogue culturel que je m'étais données. Si je retraduis dans ta langue l'explication que je donne, qu'est-ce que tu dirais, etc. etc. Mais il y a plus que ça. Il y a ces difficultés qui ont monté de plus en plus depuis 20 ans sur un certain nombre d'étudiants et d'intellectuels des pays océaniens et autres qui disent, comme Ayono me disait d'ailleurs il y a déjà plus de 30 ans, maintenant c'est à nous. Écoutez, c'est bon, vous, les gars. Donc c'est vrai que nous essayons aujourd'hui de plus en plus de faire des travaux collaboratifs, mais heureusement, par rapport à il y a 30 ans, les institutions enseignantes, universitaires, de recherche, dans différents pays océaniens se sont énormément développées. Et donc, il y a de plus en plus de possibilités d'écrire, de faire des colloques, d'écrire des livres à plusieurs mains, où il y a un anthropologue qui vient du vieil Occident, si je puis dire, mais avec des chercheurs des pays qui veulent bien l'accueillir. Donc moi j'ai fait ça beaucoup dans les discussions personnelles. Je regrette de n'avoir pas pu jusqu'à présent effectivement pouvoir écrire à quatre mains un livre sur Samoa avec un Samoan. On en avait parlé avec Madame Ayono à l'époque, mais elle avait évidemment d'autres choses à faire. Mais c'est quelque chose, je crois, qu'il faut privilégier de plus en plus pour développer un travail collaboratif et qui soit un véritable dialogue. Bon, ça, je crois que tout le monde le dit, tout le monde en est d'accord. Alors, une autre question sur l'avenir du travail en anthropologie, débat que nous avons eu au Credo il y a très longtemps, mais qu'on a aussi souvent dans les différentes universités, c'est la tension, si je puis dire, entre les aires culturelles et l'approche généraliste. Il y avait, je ne sais pas s'il y a toujours, à l'école des hautes études, une division même qui s'appelait la division des aires culturelles, tellement ça paraissait particulier par rapport à l'anthropologie générale. Moi, je n'ai jamais trouvé qu'il y ait une différence quelconque. Pour faire de l'anthropologie sur une région donnée,
Il faut être animé par l'état d'esprit de l'anthropologie générale. C'est ce que Dumont disait quand il relisait Mauss, c'est en disant, quel que soit votre travail dans n'importe quelle société, voilà, bon, les différentes contraintes, les outils, etc. Mais c'est vrai qu'après, pour la visibilité du travail, et là évidemment on rejoint aussi les conditions, les bailleurs de fonds, les programmes qui existent, les appels d'offres, c'est important de savoir où on s'inscrit. Et c'est vrai que au début du Credo, alors notre laboratoire, le Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie, il y a eu ces débats au tout début avec Maurice Godelier, avec Pierre Lemonnier, qui étaient pour dire peut-être on pourrait faire un laboratoire qui serait multirégion et plus généraliste. Et moi et quelques autres, on était beaucoup plus à dire non, non, il faut dire nous sommes un laboratoire océaniste, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Alors bon, ça me donne l'occasion peut-être de dire quelques mots. On est donc au début des années 1990. Il y a cette décentralisation qui fait que le CNRS et les universités sont prêtes à donner des moyens pour des laboratoires qui existent déjà à Paris, mais qui voudraient s'éloigner. Ça, c'est la grande histoire de l'Institut d'Asie du Sud-Est avec Charles MacDonald, qui a joué le jeu dès le début, et qui est donc arrivé de Paris vers Aix-en-Provence. On le connaissait bien, et lui-même nous avait dit, venez un peu avec moi, parce qu'après, à partir de là, vous pourrez aussi, puisque vous avez de tels projets, faire un laboratoire océaniste. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Pierre Lemonnier a été pendant 1 an ou 2 membre officiel du labo de MacDonald avant que le Credo ne soit créé. Mais ces discussions-là sur les aires culturelles, moi je militais beaucoup pour donner vraiment une image océaniste, parce que je disais, il n'y a pas d'autres laboratoires océanistes en France. Si on avait été un groupe d'africanistes ou de spécialistes d'Asie du Sud-Est, c'était plus difficile de faire son petit trou, parce qu'il y en avait d'autres. Il y avait plusieurs grands labos africanistes Asie du Sud-Est. C'est pour ça que pour Charles MacDonald, créer l'IRCA, Institut de recherche du Sud-Est asiatique, c'était assez difficile à Paris, c'était plus facile en prenant cette identité spécifique d'une décentralisation. Et moi je disais, pour nous c'est encore plus facile parce qu'on a la décentralisation, donc on peut avoir certaines aides, mais montrons bien que dans l'univers français, il n'y a pas de centre dédié à l'Océanie, et quand même, revenons au continent, aux aires culturelles, même si tout ça historiquement est très artificiel, il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Europe, il y a les Amériques, il y a l'Océanie. Il n'y a pas de centre sur l'Océanie. Ah oui, en effet. Donc ça, c'est vrai que c'était un argument institutionnel qui nous a quand même beaucoup aidé pour que les institutions soient persuadées qu'il convient d'aider, à tel point même que le début de notre bibliothèque, parce que l'aide CNRS, École des hautes études, c'est OK pour que vous alliez là-bas, OK pour que vous continuez, créer quelque chose, vous êtes déjà en poste avec nous, mais si vous voulez trouver, je ne sais plus à l'époque combien c'était, 200 000 francs pour commencer une bibliothèque, ça on n'a pas. Et on a pu, et ça c'est Pierre Lemonnier qui a réussi cette chose extraordinaire, s'adresser aux affaires étrangères, à travers même, je crois, je ne sais plus quel bureau du Premier ministre, pour leur montrer que la documentation française sur l'Océanie était très en retard, que des centres qui connaissent les choses sur une région du monde, l'Océanie, il n'y en avait pas, et que c'était donc un certain intérêt pour la France aussi de le faire. Et ça a marché, contre toute attente, parce que normalement les affaires étrangères ne font jamais ça. Le premier coup de main pour faire nos premiers achats de livres pour la bibliothèque du Credo a été par les affaires étrangères. Et ça, c'est effectivement une opération, une demande que nous avons faite, mais que Pierre Lemonnier a su très bien argumenter à Paris, avec Maurice Godelier aussi, je crois.
Donc voilà, ça c'est pour dire que dans ces questions labo généraliste et d'air culturel, il y a à la fois des envies personnelles. Moi, par exemple, j'aime beaucoup des séminaires où l'on discute, même encore plus petite échelle, entre polynésianistes, parce qu'il y a tellement de ressemblances. C'est des langues d'une même famille qui ont à peine 3000 ans. Et en même temps, tellement de différences que chaque ressemblance et chaque différence donne lieu à de magnifiques échanges comparatifs. Au niveau de la grande Océanie, c'est déjà nettement moins net, puisque l'idée d'Océanie, c'est quand même une donnée artificielle, puisque c'est le 5e continent qui a été créé par défaut. On en avait 4, il y avait un grand espace vide. Ah, il faut qu'on le nomme. Alors on l'a d'abord nommé la 5e partie du monde. Et puis après, quelques géographes, dont en France, Malte Brun et d'autres, ont dit il n'y a que de l'eau. On va dire océanique. L'océanique, la région des. Oui, la région, ça s'appelait la région océanique. Et puis après, d'autres ont dit en français, océanique, c'est un adjectif, c'est pas un nom, donc c'est devenu assez rapidement, en 1820, je crois, l'Océanie. Mais voilà une région qui a commencé complètement une appellation par défaut. Il y a 5 continents. Continent, c'est l'idée de continuité, c'est terrestre. Et puis là, il y a un grand vide. Oui, mais il y a un grand vide, il y a quand même pas mal de petites îles. C'est pour ça que De Brosse a appelé ça Polynésie en 1756, avec une étiquette qui s'étendait beaucoup plus largement, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on en fait 5e partie du monde, oui, mais elle a une caractéristique. Il n'y a que de l'eau. Boum. C'est quand même intéressant que c'est le seul continent qui a été nommé par défaut. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de réticences, plus du côté anglophone, d'utiliser la notion d'Océanie, qui réfère beaucoup plus immédiatement à l'idée d'océan, donc de masse liquide. Et c'est pour ça qu'il y a le fameux appel de ce grand anthropologue polynésien, tongien d'origine, Epeli Hau'ofa, qui enseignait à l'université de Fidji, qui a dit « Non, mais ce que vous appelez un espace vide, pour nous, c'est une mer d'îles, our Sea of Islands ». 1993, un texte qui a fait le tour du monde, presque si j'ose dire, pour dire « c'est pas vide pour nous, c'est un réseau d'îles ». Un réseau de population. Il n'y a que pour vous que, vu de loin sur vos cartes, ça a l'air d'être une masse liquide. Donc c'est vrai que la comparaison régionale, c'est des choses que j'aime beaucoup. J'aime encore plus quand ça se répond très très étroitement. Alors soit Polynésie, soit disons dans l'ère de peuplement linguistique austronésien. Mais ce qui ne correspond pas aux aires nommées par D'Urville, parce qu'il faut partir alors de la Mélanésie orientale, avec la Micronésie et la Polynésie, et ne pas inclure la Mélanésie occidentale, qui est de peuplement beaucoup plus ancien et de langue non austronésienne. Mais ça, c'est une distinction que les géographes et que les archéologues et les linguistes utilisent beaucoup, les anthropologues moins. Mais peu importe, c'est pour dire que moi, je reste fermement attaché à la comparaison régionale. C'est pour ça que je reste fermement attaché à la pérennité de centres de recherche qui sont définis par des régions, dont le Credo. Des centres généralistes, c'est très important. Qu'est-ce qu'aurait été l'anthropologie en France sans le labo de Lévi-Strauss et d'autres? Bien sûr. Mais ils ne suffisent pas à susciter l'intérêt de jeunes gens aussi pour se plonger dans une région, dans des langues particulières, de faire des terrains extrêmement concrets. Donc c'est pour ça que je reste fervent défenseur d'une continuité d'un centre de recherche et de documentation sur l'Océanie, le Credo. Alors petite anecdote, quand on cherchait un titre au début, on en avait trouvé des très beaux. Moi j'avais trouvé, je crois, Corail, Centre, Océanie, Recherche, etc. Les autres me disaient non, ça fait un peu trop SNCF. Pierre Lemonnier avait trouvé, comment c'était ça, Amomo, anthropologie, quelque chose, Mélanésie et de ses marges orientales, pour dire la bande Amomo de Maurice Godelier. Évidemment, c'était magnifiquement trouvé, mais c'était impossible.
Et Maurice Godelier est arrivé avec, centre de recherche de documentation ni credo. Je dis, mais attends, mais c'est pas possible, Maurice, ça c'est tes années de séminaire qui te remontent à la tête. On va être la risée du monde entier, on va croire qu'on est une secte chrétienne. Non, on n'a pas écouté mes arguments, c'est devenu le credo, et c'est vrai qu'aujourd'hui, 25 ans plus tard, ça va, on ne pense plus au credo biblique, on pense au credo Océanie tout court. Donc j'espère que ce labo durera longtemps. Une des forces justement d'être un labo très centré sur une aire culturelle et sans qu'il y en ait d'autres, est le fait que malgré la diminution inéluctable des membres, parce qu'il y a les départs à la retraite, mais qui ne sont jamais remplacés au même rythme, question de poste. C'est pas qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, c'est qu'il faut des postes aussi. Oh, parce que sinon, si on listait tous ceux qui veulent être associés avec nous, mais sans avoir besoin de pouvoir dire « je suis employé par l'une de nos 3 tutelles », donc Aix-Marseille Université, École des études, CNRS, là, on serait 50. Mais malheureusement, pour le compute des institutions, vous êtes combien de titulaires? Titulaire égale feuille de paye signée par l'une des institutions qui gouvernent le laboratoire. Et là, c'est beaucoup plus difficile de renouveler les générations pour qu'on ait un poste ou un ou plusieurs à l'école des études, à Aix-Marseille Université, au CNRS. Mais enfin, je pense que les choses continueront parce que parce qu'on a cette force tout de même si on est moins nombreux, que on représente la recherche sur une aire culturelle donnée, qu'il n'y a pas d'autre centre, et que c'est tout de même la 5e partie du monde. D'après cette appellation qui a été lancée au XIXe siècle, je crois, ou même un petit peu avant. Que vous dire encore sur le credo? Bon, alors c'est vrai que dès le début, on a appelé ça Centre de recherche et de documentation. Et là, c'est vrai que nous étions parfaitement d'accord avec Pierre Lemonnier, avec Maurice Godelier aussi, mais surtout Pierre et moi pour dire documentation. Parce que on peut ne pas persuader nos institutions qu'il est important qu'il y ait des jeunes gens qui aillent faire des terrains dans ces pays lointains. Après tout, pourquoi on a besoin de l'Océanie? Parce qu'à ce moment-là, on n'était pas encore avec la stratégie actuelle de l'Indo-Pacifique. On va en dire 2 mots. À ce moment-là, l'Océanie, c'est ouf! À quoi ça sert? C'est loin. Deuxième inconvénient, c'est cher, très cher pour y aller. Donc, un de nos arguments vrais, mais qui était un argument aussi dont on avait besoin, c'est de dire, oui, mais écoutez, même si vous ne nous donnerez pas beaucoup de fonds pour faire des recherches nouvelles en Océanie, il n'y a pas de centre documentaire, il n'y a pas de vraie bibliothèque sur l'Océanie, à part quelques vieux ouvrages au musée de l'Homme. La France, elle en a besoin. Et là, tout le monde a été d'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une bibliothèque, elle n'est rien comparée aux grandes bibliothèques américaines et australiennes, mais elle est tout sur le champ, sur le domaine français pour l'Océanie. Et c'est pour ça que nous gardons bien précieusement créé le Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie, parce que cette documentation, elle se répète d'année en année. Et nous avons même adossé, si vous voulez, avec nous, cet outil, parce que oui, j'oubliais de dire, mais entre-temps, donc, le labo Asie, héritier du labo de McDonald's, est venu dans les mêmes bâtiments que nous. Tout ça, ça a été fait autour... Enfin, le CNRS a bien voulu qu'il y ait une UMS, une unité de service, qui soit adossée aux 2 labos, qui s'appelle la Maison Asie-Pacifique. Et c'est là le centre documentaire. Donc on a un centre documentaire rassemblé Asie-Océanie, et qui est vraiment l'un des plus riches de France. Et on a des gens tout à fait extraordinaires qui... une de nos ancêtres maintenant, si j'ose dire, la pauvre, si elle nous entend, Arlette Apkarian, qui avait été notre première grande bibliothécaire au Credo, mais aujourd'hui Judith Hanoun,
Et là, ce sont des gens extraordinaires parce que j'envoie des messages où je dis « Oh tiens, je viens de voir, il y a un livre qui est paru au fond du fond d'un pays en Océanie, mais qui est disponible en anglais, qui porte sur ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu l'as commandé ?» Mais Serge, je l'ai déjà commandé. Alors quand on a des gens comme ça, voilà, bon, là, c'est pour ça qu'on a, je crois qu'on peut être très fier de notre centre documentaire aussi, en plus de la recherche. Alors, un dernier mot, parce que c'est vrai que je viens d'y penser quand je disais, à l'époque, dire l'Océanie c'est important, non. Les gouvernants, les décideurs nous disaient, mais non, c'est pas important. À quoi ça sert? C'est trop loin, c'est trop cher, mais de toute façon, ça pèse rien. Et c'est pour ça qu'il a fallu beaucoup batailler pour dire, mais écoutez, il faut au moins qu'il y ait un centre océaniste en France. Si on avait déjà eu un, on n'aurait pas été créé, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y a tout qui change à cause de l'Indo-Pacifique. Alors, nouvel objectif stratégique. Bon, c'est presque un peu malheureux parce que là, on est dans les conflits de puissance. Ah, il y a la menace de la Chine qui convoite tout ce qu'il y a autour d'elle. On a fait d'ailleurs un grand colloque à l'Université de Polynésie française il y a 3 ans qui s'appelait l'Océanie convoitée. Mais le sous-titre, c'est les convoitises de la Chine sur l'Océanie. Et là, il y avait des gens du monde entier. Et le colloque suivant qui a eu lieu s'appelait déjà l'Indo-Pacifique et les routes de la soie. Alors c'est vrai que cet enjeu, en un sens, c'est diplomatique, c'est... Ah bon, mais alors c'est quoi? C'est l'alliance des pays occidentaux pour limiter l'influence de la Chine? Oui, en un sens, oui. Mais c'est vrai que du coup, une région dont on nous disait, au sommet de l'État même, bon, à quoi ça sert? C'est pas important d'avoir des centres de recherche là-dessus. Maintenant, ça change tout. Indo-Pacifique, ah oui. Surtout, évidemment, depuis que, d'une part, alors, les Américains, les Anglais, etc., ont lancé depuis longtemps le slogan du Free and Open Indo-Pacific, et que le président français a fait le grand discours sur la stratégie de l'Indo-Pacifique à Sydney en 2018, je crois, et vous allez sur le site de la diplomatie française, vous avez plein de dossiers sur l'Indo-Pacifique. Alors là aussi, il faut faire attention, n'est-ce pas? Nous, du côté des sciences sociales, ce qu'on peut faire, c'est de suivre le plus attentivement possible les évolutions statutaires, législatives, politiques dans les différents pays d'Océanie, parce que c'est notre métier, on ne parle pas de la Chine. C'est pour ça que, par exemple, en ce moment, on s'intéresse beaucoup à la crise politique qui a eu lieu à Samoa, on s'intéresse aux crises qui ont eu lieu à Fidji, etc., etc. Les débats qui ont lieu dans ces différents pays sur la notion de démocratie, mais aussi de quelle manière les institutions régionales que ces pays se donnent, le Forum du Pacifique et les autres, où il y a une interaction entre les pays de la zone et les grands occidentaux, n'est-ce pas, Amérique, Angleterre, et puis bon, France, Australie, Nouvelle-Zélande, tout ça, ce sont des enjeux, moi, qui m'intéressent beaucoup pour voir de quelle manière, dans les pays, on envisage ces questions. Qu'est-ce que les Samoans disent aujourd'hui sur la présence de la Chine, par exemple? Et j'ai un chapitre dans le livre sur l'Océanie convoitée, je crois, où je montre de quelle manière il y a des tensions de plus en plus fortes entre les villageois samoans et les nombreux Chinois qui sont arrivés à ouvrir des petites boutiques, souvent descendants de familles locales, mais parfois pas. Entre parenthèses, les violences, là, cette semaine, aux îles Salomon, où le quartier chinois a été détruit par une partie, c'est un peu la même chose. Donc là, il y a de véritables enjeux où nous avons à intervenir aussi par nos analyses sur la situation politique locale, sur les conflits qu'on dit souvent interethniques, mais qui sont tellement avivés par une histoire coloniale qui a ossifié, qui a racialisé les gens dans les différentes zones du monde, que là, nous avons absolument un rôle à jouer, et on est en train de déposer d'ailleurs un grand projet là-dessus qui s'appelle la Pacific Way 50 ans après,
parce que Pacific Way, c'était un slogan lancé par des politiques, en particulier Ratumara, premier de Fidji, pour dire il y a une manière spécifique, pacifique, de mettre les gens ensemble quand ils sont d'origine, de religion, de langue différentes. Lui, il avait affaire avec la dualité fidjien autochtone et les indo-fidjiens, mais c'est devenu un slogan extraordinaire. Et donc, dans ce projet, nous, on se demande où en est-on aujourd'hui du vivre ensemble possible à la manière océanienne. Évidemment, on pense au cas, alors très facile, Samoa, mais très difficile comme la Nouvelle-Calédonie. Un peu plus facile en Polynésie française. Donc là, c'est aussi un véritable enjeu, chantier d'avenir pour nous tous et pour le Credo. Voilà.